Hello à tous, je suis Léonore et je suis ravie de vous accueillir sur Rayonnante. Dans chaque épisode de ce podcast, je donne la parole à des personnalités inspirantes qui contribuent à faire rayonner Nantes à travers leurs projets d'entreprise, associatifs ou culturels. J'espère que vous prendrez plaisir à écouter leur parcours de vie, leurs visions et leurs actions. Rayonnante, le premier podcast de Nantais pour des Nantais. Aujourd'hui, je rencontre Caroline Guézé, la créatrice de la brocante en ligne Une place pour chaque chose. Chaque jour, Caroline nous propose sur son compte Instagram et son site internet du mobilier et des articles de déco vintage. Alors je ne sais pas pour vous, mais moi l'idée de chiner depuis chez soi de jolies pièces pour parfaire sa déco, eh bien ça me parle. Caroline, c'est l'art du storytelling, parce qu'elle n'a pas son pareil pour raconter les histoires de ses articles qu'elle connaît par cœur. Sans parler de sa générosité pour nous partager ses petits trucs et astuces de bricoleuse. Dans cet épisode justement, elle nous racontera son installation à Nantes et son parcours de reconversion. Comment elle a créé sa brocante en ligne et a réussi à la développer pour en faire un vrai business. Et comme Caroline est trop sympa, eh bien elle nous partagera sa vision du monde de la brocante et ses tips pour bien chiner. Je vous souhaite une belle écoute. Hello Caroline. Bonjour Éléonore. Bonjour, merci de me recevoir aujourd'hui chez toi. Tu as créé donc Caroline une brocante en ligne qui s'appelle Une place pour chaque chose, dans laquelle on peut chiner du mobilier un peu et surtout beaucoup de petites décos rétro. Avant de parler de tout ça en détail, je te propose qu'on commence par toi, par parler un petit peu de toi. Tu étais plutôt avant. Est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu qui tu es, ton parcours Je suis née en région parisienne, mais après j'ai pas mal vadrouillé. Et j'ai vécu en Italie quand j'étais petite et ensuite en province, à Orléans. C'est là où j'ai fait mon collège, lycée. Et j'ai fait une école de commerce, moi, mes études, voilà. Alors c'était un peu un choix de la raison, on va dire, parce que très jeune, j'étais attirée par la couture, par le design. Et j'ai hésité quand j'étais jeune à faire une école de mode ou de design. Je pense que j'étais complètement immature et pas du tout sûre de ce que je voulais faire, et mes parents l'ont bien senti et ils m'ont dit écoute cocotte, fais un peu ce qu'on a fait nous, fais une école de commerce. J'ai fait un 3e cycle à l'IFM pour quand même aller rejoindre l'univers de la mode qui me parlait toujours. Donc j'ai fait cette formation et très vite j'ai démarré sur le terrain, dans le concret et pas dans les paillettes. En fait, moi, j'ai toujours eu un souci avec la mode, c'est que j'aime beaucoup le côté vêtements, la fabrication du vêtement, les coulisses de la mode, en fait. Et j'ai jamais été très à l'aise avec le côté paillettes, podium. Et donc, moi, je me suis retrouvée dans les showrooms d'une très belle marque italienne, Max Mara, pour aller vendre. Donc, c'est pas forcément les métiers les plus glamour de la mode, mais en même temps, ils sont très formateurs. Et donc, j'étais auprès des grands magasins. Je vendais les collections de prêt-à-porter aux acheteuses des Galeries Lafayette, du Printemps, du Bon Marché, etc. Donc c'est très très formateur parce qu'on est sur de la grosse négo commerciale et en même temps on est auprès des produits, donc c'est un bonheur d'être tous les jours. Voilà, je me roulais dans les manteaux en biveur de laine de Max Mara et j'adorais parce que pour le coup là je voyais vraiment je travaillais pour une marque qui avait des produits incroyables et puis je replongeais dans ma culture italienne que j'avais découverte petite quand j'habitais en Italie. Après, j'ai travaillé pour d'autres très belles marques françaises, pour Petit Bateau et pour Lacoste. Et ma carrière s'est orientée plutôt vers le retail. Parce que donc, au début, j'étais dans les showrooms et je faisais du wholesale. J'allais un peu sur le terrain pour voir les stands en grand magasin. J'étais notamment responsable de la province, donc je me baladais pas mal. Et après, chez Petit Bateau et Lacoste, j'ai vraiment travaillé à fond sur le retail. Donc là, vraiment, la gestion des parcs magasins, succursales, les franchises, l'affiliation et tous les statuts de distribution en grand magasin. Donc, un métier passionnant de terrain. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé ? C'était en 2016, en 2015. Mon dernier job, c'était un très beau job. J'avais décroché au bout de 10 ans le poste de direction commerciale dont on rêve tous quand on fait un parcours en retail, grâce à un boss qui m'avait fait confiance et qui m'avait fait un beau cadeau qui en fait s'est quand même vite transformé un peu en cauchemar parce que je travaillais pour la marque Chevignon et la marque Chevignon, une très très belle marque qu'il fallait relancer, qui avait un potentiel incroyable mais qui appartenait au groupe Vivarté et je suis arrivée pile au moment où ça a été le début de la fin pour ce magnifique groupe historique français. On était en PSE, donc ça a été très formateur pour moi. En 2 ans, je pense que j'ai appris énormément en étant au cadre dirigeant au sein d'un CODIR,
rattachée à un groupe en très très grande difficulté, donc ça a été très très formateur, mais ça m'a complètement usée, ça m'a humainement broyée. J'ai une fibre managériale que j'avais développée dans le retail que j'adorais, mais je pouvais plus. Enfin là, je pouvais plus travailler dans ces conditions. J'ai eu une espèce de ras-le-bol aussi, je crois. Voilà, un gros ras-le-bol du statut de cadre à qui on fait avaler des couleuvres et qui doit mettre des carrés dans des ronds toute la journée et qui doit en plus défendre ça auprès d'équipes. Alors qu'au fond, on n'y croit pas, quoi. On valide pas. Donc voilà, je fais ma petite révolution intérieure. J'avais 37 ans et j'ai décidé d'arrêter. Puis là, ça correspondait au moment où personnellement, on était dans ce projet de partir à Nantes. Et du coup, je me suis autorisée à me dire, je vais vivre un espèce de rêve là qui était arrivé dans ma tête il y a pas longtemps, où je m'étais dit, tiens, et si je faisais ma petite brocante. Voilà. J'ai toujours été chineuse et du coup, je me suis autorisée à rêver. Et justement, tu dis que tu as toujours été chineuse. Ouais. C'est quelque chose que tu as depuis toute petite en toi ou ça t'est venu un petit peu plus tard? Alors oui, c'est un truc de famille. Ma maman je suis d'un milieu assez bourgeois où on se transmet des meubles de famille, des miroirs. Ma maman m'avait toujours parlé des chaises, des commodes, l'arrière des marbres des commodes pour savoir qu'une commode elle est ancienne, les miroirs. Elle m'a toujours raconté ça, elle m'a toujours parlé de patrimoine et d'histoire de famille. Et elle a toujours été en même temps d'une éducation très... la valeur des choses et de cette idée aussi de beaucoup chiner et acheter d'occasion. Donc ma maman a toujours été la reine des bonnes affaires. Quand j'étais étudiante, quand je me suis installée dans mon premier petit appart à Paris avec ma coloc, amie adorée, elle nous a dégoté, c'était la championne pour te dégoter le kit parfait d'un appart, toute seconde main. Elle allait dans les dépôts-ventes, tout acheter, et paf, en 2 secondes, elle t'équipait un appart, mais tout ça avec que des bonnes astuces. Donc ma maman, elle m'a toujours transmis ce côté débrouillard, et souvent associé à l'achat de seconde main. C'était pas du tout dans la culture il y a 20 ans, quoi. Mes premiers souvenirs de Chine, c'était sur le marché aux puces d'Orléans, qui avait lieu tous les samedis matin ou dimanche matin, je sais plus. Donc j'ai commencé à chiner à l'âge de 11 ans, je crois, 10 ans, en chinant des petites bouteilles de parfum, comme tout le monde, des petites mignonnettes de parfum. Et très vite, j'ai raconté ça l'autre jour dans mes stories Instagram, j'en avais marre de faire comme tout le monde et j'en avais marre de me faire avoir en achetant des bouteilles de parfum, des petites mignonnettes de parfum à 30 francs. Je trouvais ça trop cher et ma maman m'avait dit lance-toi dans une collection de choses dont personne ne veut, où ça te coûtera moins cher et puis tu vas voir, peut-être que plus tard ça vaudra plus cher. Donc elle m'avait fait rêver. Je dis, ah ouais, super. Et donc là j'étais partie dans l'idée de commencer à chiner des poudriers anciens. D'accord. Donc là il fallait vraiment aller fouiller dans les caisses un peu partout et pas juste sur le petit stand de ceux qui vendaient les mignonnettes de parfum. Je me rappelle très bien de tous ces souvenirs de puces à Orléans. Et donc j'ai commencé comme ça, voilà, à chiner des poudriers. J'en ai 120 dans une boîte. Tu as à peu près 40 ans, tu te dis allez, je lance ma boutique en ligne. Pourquoi? Est-ce que tu as senti qu'à ce moment-là, il y avait une opportunité? Je sais pas, c'est des petits trucs comme ça. Un jour, tu postes sur Facebook un truc que t'as repeint un week-end, t'es trop contente, t'as ton petit truc que t'as chiné ou que t'as trouvé dans la rue, que t'as retapé, et puis t'as une copine qui te fait un commentaire en disant « Mais Caro, qu'est-ce que t'attends? Lance ta brocante, c'est top ce que tu fais !» Enfin, c'est bête, hein, mais après coup, je pense que c'est des petits coups de pied comme ça, des petits appels qu'on s'autorise à entendre, et puis voilà, du coup, je me suis dit, quand j'ai quitté mon poste là, chez Chevignon, en fait... Bon, pour dire la vérité, je suis pas partie en me disant oui, ça y est, je claque madame et je monte ma boîte. Non, ça s'est pas du tout fait comme ça. C'est le destin en fait qui m'a poussée, parce que moi toute seule, personnellement, je pense que j'aurais jamais eu le courage de tout plaquer. Et en fait, j'étais pas bien humainement dans le job où j'étais, et du coup j'ai commencé à chercher et j'avais trouvé un job qui était génial. J'étais sûre de l'avoir et il fallait travailler dans le Marais, poser dans un bureau. Il n'y avait plus de pression du chiffre d'affaires, il n'y avait plus de management et c'était encore dans le retail. C'était le poste magique. Par sécurité, j'ai demandé à mon boss une rupture conventionnelle, mais derrière, je pensais avoir un autre job. Et donc j'ai posé ma rupture conventionnelle et le jour où mon boss est rentré dans le bureau pour me donner l'accord de la rupture conventionnelle, j'ai eu le coup de fil du cabinet de recrutement qui m'a dit « Caroline, tu n'as pas le job, t'es arrivée 2e en shortlist, c'est pas toi qui as le job ». Et là, j'ai passé un Noël 2015 compliqué. Je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je fais?
Très vite, j'ai balayé le coup de blues et je me suis dit, bah là, c'est un signe du destin. Caro, lance ton truc, quoi. J'ai fait mon premier rendez-vous chez Pôle emploi où la fille, elle me dit, qu'est-ce qu'on fait ? On cherche un nouveau poste de directeur commercial, Caroline, ou vous avez un projet ? Case 2. J'ai dit, ok, case 2. Je me rappelle très bien de cette histoire de projet, 1 ou 2, j'ai dit case 2. Et j'ai dit, bon, je lance mon truc. Voilà. Trop bien. Et te voilà. Et alors au départ, tu me disais que tu vendais tes meubles sur des marketplaces, donc comme Célency, on en parlait, Le Bon Coin, ou Facebook Marketplace. Et puis ensuite, tu as lancé ton compte Instagram et très vite, c'est lui qui a pris le dessus. Comment est-ce que tu as fait pour te faire connaître au début sur Instagram ? Alors oui, au début, quand on démarre comme ça et qu'on décide d'être auto-entrepreneur et de vendre, acheter-revendre, faut trouver des moyens de vendre. Bon, alors vendre, moi, c'était plutôt mon truc, ça je sais faire. Donc j'ai un peu tapé partout sur Le Bon Coin. Je proposais mes trucs dans l'océan du Bon Coin. Et après, je me suis dit, tiens, Célency, c'est quand même plus ciblé, c'est pas mal. Donc j'ai pas mal travaillé avec Célency, c'était top. Vraiment, je mets quasiment plus rien chez eux parce que, en effet, c'est Instagram qui a pris le dessus. Ça s'est fait un peu naturellement. Au début, j'avais fait une page Facebook, je crois. Et puis un jour, je vais déjeuner avec des copines à Versailles. Il y en a une qui me dit, mais Caro, qu'est-ce que t'attends pour monter ton compte Instagram ? Donc ça, c'était en 2016, avril 2016. Donc moi, j'avais un compte perso Instagram depuis 2012, je crois. Et donc j'ai monté mon compte Instagram. Et au fur et à mesure, parce que je suis une fille de gestion, donc j'ai suivi mes poids de chiffre d'affaires par canal de distribution. Donc j'ai très vite senti que ça prenait de l'ampleur. Parce que tu arrivais, excuse-moi, je te coupe, mais c'est intéressant, tu arrivais à mesurer le pourcentage de ventes sur Instagram versus d'autres marketplaces. Ouais, je le suivais. À tracer. J'étais très formatée, contrôle de gestion, taux de pénétration, taux de transformation, tous ces trucs-là. Donc je savais, Le Bon Coin ce mois-ci a fait 20%, Facebook Marketplace a fait tant, Célency tant, et Instagram. Facebook et réseau perso ou vente à la maison, parce que parfois je faisais des ventes à la maison. Et donc très très vite ça a grimpé et ça a complètement pris le dessus au bout de 2 ans, je crois. Au moment où j'ai quitté plutôt pour aller à Nantes, là vraiment Instagram avait déjà pris le dessus. Et après mon Instagram, je l'ai vraiment fait à force de travail et de contenu, de publication de contenu. L'autre jour, j'ai fait une petite statistique et je me suis amusée à faire le rapport entre le nombre de posts et le montant de présence sur Instagram, et j'ai calculé que j'étais à 1,4 posts par jour depuis que j'avais créé mon compte. Donc ça veut tout dire, en gros, c'est la régularité de publication de contenu. Et puisque j'ai été dans une idée assez militante, très vite, quand j'ai monté ma petite brocante, je suis très vite devenue militante sur le sujet, sur la cause de l'achat de seconde main, sur la consommation plus raisonnable, raisonnée, sur l'écologie, etc. Et donc, pour moi, il fallait que fallait pas juste vendre. Ouais. Je voulais pas juste vendre mes articles, je voulais en plus raconter des trucs pour les vendre, parce que je suis une vraie vendeuse et j'adore raconter des histoires. Sur Instagram, la force, c'est qu'on peut mettre on peut faire autre chose que vendre. Donc, on peut dire qui on est, on peut expliquer pourquoi on fait ça. Et c'est aussi, je pense, pour ça que ça a marché. Et justement, on va parler de ce côté militant, parce que sur ton compte Instagram, tu définis ta brocante comme une brocante éco-responsable. Et ma question, c'est qu'est-ce que ça signifie finalement ? Alors en fait, souvent je me dis que ce mot brocante éco-responsable, il est redondant. Ça veut dire qu'on a... Bien sûr, que tu es déjà en train de donner une seconde vie à un objet. Donc parfois je me dis j'aurais même pas besoin de le rajouter. Et puis parfois je me dis même le mets pas, parce que tout le monde fait ça, tout le monde se dit éco-responsable maintenant, tout le monde est dans le greenwashing, machin, tout ça. Mais moi, c'est vraiment très sincère. Et je pense que les gens le voient au quotidien, dans ma façon de présenter mes articles. Et puis en plus, je mets un peu de ma vie perso dans mon compte Insta. Je le dose, j'en mets pas trop parce que c'est pas mon concept. Mais j'explique aussi comment j'intègre l'achat de seconde main et le vintage dans ma vie. Je viens de la mode. Moi, je suis encore très sensible aux tendances, à l'apparence et tout ça, la séduction, le vêtement. Enfin, j'aime beaucoup les belles choses, la valorisation des belles choses. Et du coup, je suis à fond militante pour montrer qu'on peut être jolie, on peut être dans la tendance, avoir un bel intérieur, même si on l'a équipé avec des trucs qui, à la base, sortent d'un grenier plein de poussière, quoi. Ou d'un dépôt-vente un peu pourri où on n'ose pas rentrer. Ton atout, ta force, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est que au-delà du phénomène de acheter, revendre, toi tu retapes
Et ça, c'est vraiment un de tes plus. Et tu le disais, en plus, tu étais très transparente sur ce sujet-là. Et c'est vrai que, tu vois, quand j'ai dit que j'allais t'interviewer auprès de quelques copines, elles m'ont tout de suite dit « Ah, mais c'est trop bien parce que Caroline, en gros, elle est super transparente. On apprend plein de choses en regardant son compte Instagram et c'est hyper agréable. » Et je pense que du coup, les gens... Ça, c'est mon côté militant aussi, ça. Ouais. Parce qu'en fait, moi, je suis hyper contente, ça fonctionne. Je vends hyper bien. Enfin, franchement, ça cartonne. Je suis aux limites de ce qu'on peut faire seul. Mais en fait, mon plus beau cadeau, moi, c'est quand je vois des clientes qui m'ont acheté 2-3 trucs et qui reviennent plus et qui me parlent de ce qu'elles ont chiné toutes seules et ce qu'elles ont retapé toutes seules. Et j'ai plein de témoignages tous les jours. Ah, Caroline, maintenant j'ai pigé, mais c'est top, moi aussi je peux le faire. Je dis, mais vas-y, fais-le. Enfin, c'est pas grave si tu m'achètes plus. Moi, mon plus grand bonheur, c'est de voir que les gens suivent mes conseils, mes tips et en plus, en toute humilité, je fais rien d'extraordinaire, quoi. Je dis aux gens, franchement, prenez juste du savon de Marseille et du vinaigre blanc et d'huile d'olive. Avec ça, vous pouvez sauver 80% de tout ce qu'on trouve dans des dépôts ventes, des brocantes, etc. Après, il y a plein de mes clients, des filles qui me suivent, c'est beaucoup de filles, qui ont la flemme et qui n'ont pas le temps d'aller fouiner et nettoyer, retaper. Donc, elles sont bien contentes de m'avoir. Mais pour autant, puisque je leur dis comment faire, et je dis clairement, c'est pas compliqué, quoi. Moi, c'est du temps, donc bien sûr, je revends plus cher parce que c'est ma marge et c'est ma valeur ajoutée. Mais pour autant, c'est vraiment pas compliqué et je fais pas de la transformation incroyable. Moi, je fais pas... Il y a d'autres filles qui font ça, c'est un autre créneau que j'admire d'ailleurs. Ceux qui sont capables d'aller entièrement retravailler un meuble, de le reponcer, de le sous-coucher, de le peindre 3 fois, etc. Je le fais pas, ça. Moi, je suis plus à montrer que juste parfois un petit coup de nettoyage, que oui, un fauteuil en rotin, tu peux complètement le noyer dans l'eau, aller l'imbiber d'eau, il craint rien, tu peux le brosser au savon de Marseille, il sera toujours vivant, il sera neuf, comme neuf quand tu l'auras bien briqué. Voilà, moi, je suis plus dans cette idée-là ou d'aller faire briller des chromes ou d'aller raviver un cuir juste avec un petit coup de cirage et tout. Enfin, voilà. Et alors du coup, on reparlera de ta vision de la Chine, de tout cet univers un petit peu plus tard, mais je voudrais d'abord qu'on reste un peu sur une place pour chaque chose. On va parler de ce que tu vends. Quel style d'article finalement chines-tu aujourd'hui ? Est-ce que tu as des critères, tu vois, de sélection ? Non, j'ai pas vraiment de critères. Ce qui me fait vraiment marrer, c'est justement de toucher à tout. C'est pareil, hein, moi j'ai un ancrage de commerce, de marketing qui reste en moi et je sais qu'à un moment il faut se renouveler, quoi. Faut pas être toujours à présenter des carafes et des assiettes en terre de fer au bout d'un moment, voilà. Et surtout que je suis loin d'être la seule sur Instagram à faire ça. Tant mieux, enfin c'est génial parce qu'il y a il y a de la place pour tellement de gens et il y a de quoi faire. Donc je m'interdis rien en fait. Moi je m'interdis de rien. Enfin, ma limite c'est ma capacité de stockage et de la taille de mon coffre. Parce qu'en plus je travaille avec un modèle ultra simple où j'ai pas de local dédié et j'ai pas de véhicule dédié. Donc ma limite c'est ce qui va rentrer dans mon coffre ou ce que je vais pouvoir stocker dans mon garage. Et les styles, je prends tous les styles. Même dernièrement, j'ai fait un truc que je trouve aussi sympa, c'est que j'ai proposé des pièces de seconde main qui sont en fait de fabrication récente, du design récent, mais de seconde main que j'ai récupéré dans un hôtel qui changeait de déco. Enfin, avec un ami, on a fait ça, on a récupéré ça. Et donc, voilà, ça c'est pas de la brocante pure. C'est pas de la vaisselle qui a un siècle, mais c'est intéressant aussi et c'est des bonnes affaires en plus. C'est du design, c'est des produits de qualité et du coup voilà, je m'interdis rien. Et en style, je pense que je vais encore m'ouvrir à d'autres. Ouais. Voilà. Où est-ce que tu chines du coup, principalement ? Alors je chine. Alors ça c'est la question qu'on pose le plus souvent. Où est-ce que tu chines ? Alors quand je suis de bonne humeur, je dis où je chine. Quand je suis énervée, que ça m'agace, je dis on ne demande pas au chef sa recette, on ne demande pas au sourcier où est la source et on ne demande pas au ramasseur de champignons où est-ce qu'il a ramassé ses champignons. Mais comme aujourd'hui tu es de très bonne humeur, Caroline, je te sens de très bonne humeur. Ça, quand je suis énervée que je fais ma maline. Mais non, en fait, j'ai savoir plus dans quel, tu vois, est-ce que tu chines localement à Nantes ou est-ce que, du coup, je reprécise un peu ma question, pardon. Non, mais je réponds, je peux répondre, je suis de bonne humeur et puis franchement. C'est vrai que je te sens de bonne humeur. J'ai aucun tabou et j'ai pas de. Parce qu'encore une fois, moi, je vois pas mon job comme un truc incroyable. Sincèrement, alors souvent les gens me disent ah mais Caro, où est-ce que tu trouves tout ça ? C'est pas compliqué. Oui, c'est 4 ans de. Oui, j'ai sûrement une capacité à les fouiller partout et tout, mais c'est accessible à tout le monde. Enfin, les vieux trucs, en fait, ils sont sous nos yeux, quoi. C'est juste qu'on n'est plus habitué à les regarder, puisqu'on regarde que des vitrines qui nous proposent du neuf.
Je chine que en local, alors aussi en Bretagne, puisque j'ai des attaches en Bretagne et que mes parents sont en Bretagne. Donc j'aime bien chiner en Bretagne. C'est évident que quand on sort un peu des grosses agglomérations, on va un peu plus dans la poussière, dans les fermes, voilà, on peut trouver des trucs un peu plus secrets, comme petit coin de Chine. Mais voilà, je pense qu'on peut chiner partout. Et pour qu'on se rende compte un peu de ton quotidien d'entrepreneuse chineuse, est-ce que tu pourrais nous raconter une journée type? Une journée type, alors, depuis que je fais ça, avant, je passais ma vie à tout planifier dans mon travail. Parce qu'aujourd'hui, quand on est cadre dans une grosse boîte, il faut tout planifier, il faut faire des templates, des rétro-planning, des machins. Moi, j'en pouvais plus. Je n'en pouvais plus de tout ça. Du coup, j'ai dit, c'est fini, je veux juste travailler à l'instinct. Et je me réveille le matin, je ne planifie pas. Je ne fais pas de planning. J'ai beaucoup de mal. Là, je suis censée aller livrer des clients. Je ne veux pas planifier, c'est pas bien. Parce qu'en fait, je me lève le matin et je veux juste inventer ma journée tous les matins. Et souvent, je me réveille et je me dis, tiens, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Ah bah tiens, ce truc-là qui traîne dans le garage, allez hop, je le sors, je le descends, je vais le retaper, je sors mon savon de Marseille, ma brosse. En parallèle, je fais une story dans ma salle à manger sur les 3 verres qui sont sur le coin de ma table. Je suis vachement dans ce côté, je planifie pas. Alors bon, là, je fais ma maline, je suis quand même un peu obligée de planifier un peu parce que il faut gérer une rotation de stock. Je suis quand même une fille organisée derrière, j'ai des réflexes innés d'organisation, mais pour autant, j'ai pas un planning qui dit que le lundi je vais chiner, le mardi je retape, le mercredi je reçois mes clients. C'est complètement, c'est un peu des coups de tête. Il y a rien de vraiment planifié, mais en gros, je passe, 20-25% du temps à chiner, grand maximum. Le plus gros du boulot, il est plutôt dans nettoyer, me remettre en état et mettre en vente, gérer la vente, Instagram. Je passe ma vie sur mon téléphone, donc voilà. C'est mon premier outil de travail. Et puis après, rencontrer les clients, remettre et faire les colis. Je fais des colis, je passe ma vie à faire des colis. Ouais. Oui, parce que c'est vrai, tu dis, je passe ma vie sur Instagram, mais en fait, sur Instagram, tu fais à la fois la promotion de tes produits, la communication autour de tout ça, mais tu fais aussi le SAV finalement. Les gens t'écrivent sur Instagram. Je gère 250 messages par jour. Ouais. 15%, 20% des messages, c'est pour acheter, et 80% des messages que je reçois, c'est des questions, des échanges, des cœurs, des messages adorables. Quelques petits messages haineux aussi. On en a. Voilà. Et est-ce que tu te souviens, alors on va rétro-pédaler, tu te souviens du premier article que tu as vendu ? Le premier truc que j'ai vendu, c'est un petit lot de flacons. C'est des petits flacons d'apothicaire anciens, avec des petits bouchons émerisés, des petits bouchons en liège. J'avais trouvé cette caisse dans la rue. Je trouvais ça trop mignon et j'ai ramassé ça et j'ai vendu le lot sur le Bon Coin. Trop bien. Voilà. Et est-ce que tu te souviens de ta plus jolie trouvaille ? Celle qui t'a laissé des étoiles dans les yeux ? J'ai quelques histoires marrantes, un jour à Puteaux, j'emmène ma fille à l'école et dans l'angle de la rue en bas, on habitait dans une rue très en pente dans la colline à Puteaux. Donc il y a une rue qui s'appelle la rue de Brazza. Il y avait un espèce d'énorme, comment on peut appeler ça ? Une caisse ancienne, un espèce de bar en bois, tout en courbe, avec des lattes de métal. Et une vitrine en courbe. Donc c'était une caisse de magasin ancienne qui devait être des années 30, années 20-30, en bois, et qui était comme ça, sur le trottoir, abandonnée. Je me dis, mais c'est magique ce truc, c'est superbe, c'est dingue, qu'est-ce que je fais ? Et là, j'appelle Jérôme, je lui dis, qu'est-ce qu'on fait ? Je dis, regarde et tout. Il me dit, mais t'es folle, qu'est-ce que tu veux remonter ça ? On n'a pas de place, le truc faisait 2 mètres de long, 3 mètres de large, c'était un monstre. Je dis, mais on peut pas laisser ça, ils vont pas mettre ça dans le camion. Non, on trouve une solution. Et on s'est retrouvés avec Jérôme Alors, dans ces cas-là, moi, je suis prête à tout. J'ai peur de rien. Donc là, il y avait des employés municipaux avec des camions dans la rue. J'ai essayé de leur demander de m'aider à déplacer le meuble pour le remonter chez moi. J'habitais donc 200 mètres plus haut. J'avais un box à l'époque. Et je me dis, je m'en fous, je vais faire de la place dans le box, on va le ranger et tout. Mais on n'arrivait pas à le déplacer. Le truc devait peser 100 kilos. Et on a fini, Jérôme, qui était en home office, en train de commencer ses réunions, je l'ai saoulé, il a fini par venir. Et on a pris le skate de son fils. Et on a mis le meuble sur le skate à roulettes. Et on l'a monté, on l'a poussé à bout de bras et on l'a stocké dans mon box. Et je l'ai revendu à un brocanteur de Saint-Ouen
qui me l'a racheté 700 €. Et une fois, mon petit frère a acheté un appartement à Boulogne qu'il a entièrement refait faire. Et l'appartement appartenait à un ancien céramiste de Sèvres. Il était rempli de trésors. J'étais venue et je m'étais dit, il faut que j'aille chiner, je récupère des trucs. Et je n'ai jamais pu récupérer quoi que ce soit, puisque le type a tout embarqué. Et il m'avait laissé 2-3 merdouillettes comme ça qui traînaient. Les ouvriers de mon frère arrivent et commencent les travaux. Et ils jettent tout. Donc j'étais 2 fois plus déçue parce que j'avais pas pu chiner et tout ce que les petits trucs qui avaient pu rester ont fini à la benne. Et mon frère m'appelle et il me dit ouais, il y a 2 trucs qui traînent, je les ai mis à la cave, tu verras, il y a une espèce de grosse potiche. Bon, je l'ai acheté, mais je t'envoie une photo où j'ai récupéré la potiche. Je me dis mais elle est intéressante quand même, elle est pas mal. Et en fait c'était les ateliers Primavera, Sainte-Radegonde, années 30, très recherché. C'est pareil, c'est une pièce que j'ai revendue 600 € à un collectionneur. Ah, génial. Voilà, donc ça c'est des petites histoires marrantes. Ouais. Ça arrive pas tous les jours. Et justement, j'imagine que tu as des articles que tu ne vends pas, qui restent un peu sur le carreau. Qu'est-ce que tu en fais ? Alors, il n'y en a pas beaucoup. Sincèrement, je suis un peu là-dessus, je suis une perfectionniste, je suis hyper orgueilleuse et je me dis à partir du moment où j'échine un truc, il faut que je le vende. Donc, j'arrive toujours à finir par tout vendre. Et puis, si vraiment il y a des trucs ou qui s'abîment ou que j'arrive pas à restaurer comme je voulais, je les donne. Je les mets sur Give, une application GEEV pour donner, ou je les donne à des assos. Voilà, mais je suis une ayatollah je fais tout pour pas mettre à la déchetterie, pour pas jeter. Et quelle est la prochaine étape pour une place pour chaque chose ? Ah, bonne question. Quelle est la prochaine étape ? Là, c'est un peu la question en ce moment, parce que là, j'arrive un peu à la... Je ne sais pas que je m'essouffle, moi je continue à m'éclater, mais quand on est seul, au bout d'un moment, on a des limites en fait. Et je commence à parfois être frustrée de ne pas pouvoir répondre à toute la demande, de ne pas pouvoir chiner tout ce que je voudrais chiner, de ne pas pouvoir stocker. J'ai décidé de faire ça chez moi, mais au bout d'un moment, être chez soi aussi, il y a des limites. On aurait envie d'avoir un local. Après, moi, j'ai travaillé dans le retail très longtemps, donc je fais tout pour ne pas avoir de local. Je sais à quelles contraintes ça a, et je pense que je ferai tout de suite un flop moi j'en vis, je veux que ça me fasse vivre, donc je gagne de l'argent en faisant ça. J'ai fait un modèle qui crée de la valeur, et si je passe dans un autre modèle où j'ai un local, où j'ai une boutique, là je passe une étape énorme où il va falloir investir et passer dans un autre modèle où il faut du staff, il faut des charges locatives et tout ça, et je sais pas encore si je suis prête à ça. Et en même temps là, si je veux continuer à m'éclater, à un moment je vais être obligée de changer de modèle. Donc, je sais pas, c'est en cours de réflexion. On va voir. Bon, alors du coup, je le disais, on va parler de ta vision de la Chine, du marché de la Chine, de la brocante et tout, parce que tu es une vraie experte et que moi, je suis preneuse de tous tes tips. J'imagine que ça va intéresser beaucoup d'autres gens aussi. Tu me confiais déjà avoir observé depuis quelques années donc un vrai engouement pour la Chine. Est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi, selon toi ? En effet, je pense que... Ouais, moi, au début, quand j'ai démarré, on se moquait un peu de moi. Voilà, c'était il y a quelques années où moi, quand j'achetais d'occasion, c'est vrai que c'était pas forcément bien vu. Maintenant, il y a une vraie tendance dans le mobilier chinois. CLNC a bien aidé, notamment en France, à mettre ça en avant. Et puis, je pense que c'est clairement dans l'air du temps. Enfin, les gens ont pris conscience de certaines choses et ont plus forcément envie d'acheter du neuf pour des raisons écologiques, parce qu'ils ont envie d'acheter... local, fabriqué par un artisan, parce qu'ils ont envie d'acheter avec du sens et de se dire que une pièce signée, elle a une histoire, elle appartenait à quelqu'un, elle est transmissible, elle a une valeur en fait qui change complètement de la notion de valeur qu'on nous a ancrée depuis l'après-guerre sur dans la société de consommation, etc. Donc, il y a une vraie prise de conscience. Moi, ça fait 4 ans que je fais ça, et je vois vraiment l'évolution des consciences. Ouais. Voilà, complètement. Et en fait, je pense, qui a contribué à ça aussi, c'est justement ces business de brocante en ligne, comme tu disais, comme CLNC, comme une place pour chaque chose, où en fait, le fait d'être derrière ton ordinateur, t'as comme qui dirait des barrières qui tombent, tu vois, tes freins à l'achat, je pense, je me mets dans la peau du consommateur, tombent et tout devient beaucoup plus facile. Encore une fois, c'est pas dans nos codes du commerce de chiner. Alors chiner, c'est la culture des marchés, c'est la culture du souk, c'est d'aller fouiller, d'aller négocier, de pas forcément trop savoir. Il y a pas de code barre sur les produits chinés. On peut pas s'assurer que ça vaut tant, que
ça a été fabriqué à tel endroit, que c'est de telle époque, etc. C'est pas... Donc on est un peu plus dans un domaine de... Oui, il n'y a pas de règles. Et je pense que culturellement, on n'est pas habitué à ça. Et ça fait peur. Et pourtant, c'est juste magique. C'est beaucoup plus sympa que d'aller... devoir d'abord s'adresser à quelqu'un pour acheter quelque chose de chiné. Moi, ce que j'adore en brocante, c'est qu'avant, on prend l'article dans la main, mais le premier truc qu'on doit regarder, c'est les yeux du vendeur, du brocanteur, et d'aller créer un contact visuel et de se dire c'est combien, ou commencer à parler de l'objet, et du coup découvrir l'objet, se dire de quand il date, et commencer la négociation du prix, et d'établir un contact avec la personne, de se dire tiens, à qui on a affaire. Mais moi je trouve que c'est la base de tout, enfin, c'est la base de tout échange de commerce. Ça donne une telle valeur à l'objet, et je mets au défi n'importe qui dans le neuf d'aller donner autant de valeur aux objets. Enfin si, le marketing est très doué pour nous faire rêver, mais moi en prêt-à-porter notamment. Et on a recréé ces dernières années 50 marques qui se sont recréées sur quoi ? Recréer quoi en fait ? C'était juste le même produit avec du blabla derrière, mais en fait quand tu creuses, il n'y a aucune histoire, il n'y a rien. C'est juste du blabla, des images, des paillettes. Et si je reviens justement sur la brocante, il y a forcément cette négo de prix, ça passe forcément par là ? Tu conseilles de négocier ? C'est culturel. Ouais. De négocier le prix. Sauf qu'en France, on n'est pas du tout à l'aise avec ça. Ouais. Les Français ne sont pas du tout à l'aise avec le prix. T'as des techniques pour négocier un prix ? Moi, je suis hyper à l'aise avec ça. Regarder dans les yeux. Ah ouais, non, mais moi, je suis une fille. Moi, j'ai aucun tabou avec l'argent. Tous mes prix sont affichés sur Instagram. On n'est pas nombreux à afficher les prix. Il y a un vrai sujet là-dessus. C'est très particulier en France. Le Français n'est pas à l'aise avec la transaction commerciale. Et pourtant, c'est pas compliqué. Moi, ça me semble pas compliqué d'aller parler de son prix, de l'afficher, de le défendre, de s'autoriser à le négocier, de dire pourquoi on a mis ce prix-là. Donc, et chiner, quand on chine, en fait, on le dit souvent, même quand tu vas à Marrakech et que tu commences à chiner, si tu négocies pas, limite, le vendeur va être vexé. Ouais. C'est un jeu. Ouais. Moi, je vois beaucoup ce que je fais comme un jeu. Je m'amuse tous les jours. Moi, je suis en cours de récréation depuis 4 ans. Je ne joue pas avec mes clients, mais en tout cas, quand moi, je vais chiner, c'est un jeu pour moi. Mais même si le truc est à 2 €, je vais aller négocier. C'est pas parce que je suis radine que je pense à ma marge sur 1 €. C'est parce que... c'est un jeu, mais c'est dans les codes. Et puis. Et c'est le même code pour les brocantes en ligne ? Tu négocies aussi le prix ? Bien sûr, ouais, ça peut. Ouais. Moi, mes prix sont affichés, sont clairs, ils sont assez constants. C'est-à-dire, il y a une logique dans mes prix, je pense. Au bout d'un moment, les gens comprennent. Et j'ai très peu de clients qui négocient. Donc je me dis, c'est parce qu'au moment, les gens respectent beaucoup de gens me disent « Ah non, mais moi, je ne m'autoriserai pas à négocier, Karine, parce que moi, je respecte trop ton travail. Tu nous donnes... T'as beaucoup de valeur ajoutée, tu la justifies vachement bien, ta valeur ajoutée, donc on n'a pas envie de négocier chez toi. Mais ça ne me choquera jamais que quelqu'un négocie. » Là, je suis en train de balancer un truc. Tout le monde va se mettre à négocier. Non, mais moi, j'ai aucun tabou avec ça. Mais n'importe quel brocanteur, même sur Instagram... Bien sûr. J'ai un ami là, il a repéré un truc sur Instagram sur une fille de Paris qui vend des meubles, des très beaux meubles design. Et il lui a dit c'est combien telle pièce ? Il lui a dit c'est 1005. Il lui a dit ok, moi je t'en offre 1000. Deal donne. Elle a accepté. Enfin ça se fait. Même en design, même en pièce de design, voilà. Et est-ce que tu as un moment dans la journée qui est plus propice justement pour chiner ? Ouais, pour chiner. Alors moi, je ne suis pas du genre à me lever aux aurores. Je ne l'ai quasiment jamais fait. C'est un réflexe où tout le monde pense que pour chiner, il faut se lever tôt. Alors oui, c'est vrai, quand on va se lever tôt, on va être le premier à voir ce qu'il y a dans le camion à chiner sur un déballage. Et on va peut-être trouver des pépites. Mais moi, j'aime bien me dire qu'on peut chiner une place pour chaque chose. Il n'y a pas beaucoup de meubles signés. Ce n'est pas des trucs de dingue incroyables. Je vends rien qui soit rarissime. J'aime bien me dire que je vais chiner en pleine journée et que je vais aller trouver quelques assiettes et des jolies carafes et une petite paire de chaussures planquées au fond d'un carton. Voilà. Donc moi non, je suis pas... Après... T'arrives à faire des bonnes affaires même si t'es pas au cul du camion. Oui, non, mais je dis pas qu'il faut pas aller le matin tôt. C'est que moi, dans mon modèle, dans ma façon de faire, ça marche très bien. Puis j'aime bien dormir le matin. Donc j'ai jamais fait de me lever à 5h du mat. Et qu'est-ce que tu dirais à des auditeurs qui n'ont pas encore passé ce cap de l'achat de la brocante en ligne ? Qu'est-ce que tu dirais pour les convaincre ? C'est une très très bonne question ça. D'essayer quoi. Et puis de réfléchir en fait.
de réfléchir et de regarder autour d'eux, de regarder comment ils sont habillés, de regarder leur intérieur et de regarder leurs enfants et de se dire tiens, tout ça, je l'ai acheté où ? Ça vient. Alors je suis pas dans l'idée, il faut pas se culpabiliser. Je n'ai pas envie de passer. J'essaie vachement de pas être dans la culpabilisation des gens, mais de juste, moi je leur dirais d'aller fouiller dans les placards de leur grand-mère et d'essayer de se dire tiens, je vais trouver un truc qui me plaît vachement et qui est ultra moderne et qui va pouvoir s'intégrer dans mon quotidien de maintenant et qui sera aussi beau que le truc que j'ai acheté chez M&M ou ou voilà. Et je suis sûre qu'ils vont trouver un truc. Et en plus, ils vont commencer à en trouver un. Leur grand-mère, elle va raconter ah mais tu sais ça, c'était ton grand-père. Ils vont commencer à avoir des petites étoiles qui vont se réveiller dans leurs yeux. Et là, ils vont commencer à comprendre que c'est magique. Et ils vont commencer à comprendre aussi que la valeur est 10 fois plus importante que la valeur du truc qu'ils ont acheté neuf. Ils vont se rendre compte que le truc qui est neuf qu'ils ont acheté pour leur déco, au bout de 3 ans, ils en ont ras-le-bol, que le truc est abîmé, que tout le monde a le même. Et ils vont avoir envie d'en changer. Alors que le truc qu'ils ont chopé dans le placard de mamie, il a une histoire, il leur rappelle toujours un souvenir, ils vont pouvoir le transmettre à leur enfant. Et du coup, on va terminer le podcast par les petites questions sur Nantes, mes petites questions habituelles. Déjà, est-ce que toi, tu trouves que Nantes est une ville propice pour chiner, pour acheter en brocante ? Alors, ouais. Très vite, j'ai trouvé mes marques. Je pars du principe qu'on peut chiner partout. Donc, oui, à Nantes, on peut chiner. À Nantes, il y a Viarme tous les samedis matins. Donc, ça, c'est quand même une institution. Et il n'y a pas beaucoup. Enfin, toutes les villes de province n'ont pas ça. Ouais. Ça existe depuis, je sais pas, ça fait 100 ans que... Je sais pas 100 ans, parce qu'avant, c'était un marché aux bestiaux, la place Viarme, il y a plus d'un siècle, je crois. C'est magique, hein, il y a tout ce qu'il faut. Il y a le Mine, il y a la ressourcerie, il y a un Emmaüs à Nantes, il y a des dépôts-ventes. Il y a un magasin qui s'appelle Grand Magasin, qui est près de la cathédrale à Nantes, qui propose plein de petits trésors qui sont en fait issus des circuits de déchetterie de Nantes. Enfin, voilà, puis il y a plein d'autres personnes comme moi qui vendent de la seconde main où on peut chiner. Je suis pas la seule à faire ça, hein. On est de plus en plus nombreux et c'est cool parce qu'il y a de la place pour du monde. Il y a des gens qui vendent du design à Nantes, il y a Anne de Daily Kids Factory qui retape des meubles, il y en a qui vendent du design, il y a Baraque, Maison Simone, Marie Carrivac, enfin il y a plein de... Voilà, et puis il y en a d'autres comme moi, il y a Tom Trouvaille qui fait un peu comme moi à Nantes. Enfin, et puis je vois, il y en a d'autres qui sont en train de se lancer, qui me contactent. Non, vraiment, il y a de quoi faire en tout cas pour le client final qui veut du dépoussiéré comme je fais, il y a ce qu'il faut. Et puis pour aller vraiment mettre la main dans la poussière aussi, voilà. Et puis il y a juste à taper sur Le Bon Coin, Broc à Brac, pour aller repérer le vide maison qui a lieu samedi prochain près de chez soi. On peut chiner partout, ouais, franchement. Ouais. Et toi, qu'est-ce que tu aimes faire à Nantes ? Qu'est-ce que j'aime faire à Nantes ? Alors, ça fait 2 ans qu'on est arrivé, on a passé beaucoup de temps dans notre maison, dans notre jardin, pour en profiter. C'est bête, hein, mais quand on découvre la vie enfin moi je l'ai pas découvert la vie en maison, mais avec mon conjoint, c'est la première fois qu'on vit dans une grande maison. On a passé beaucoup de temps dans notre maison, le week-end, beaucoup de temps dans la maison. Mes parents vivent en Bretagne, donc on part régulièrement aussi faire un petit tour dans le Morbihan. Mon chéri, il est super heureux parce qu'il fait du sport, il est très sportif et du coup en 2 secondes il est sur les bords de l'Erdre, on peut aller courir. Je m'y mets un petit peu là avec le côté confinement, il faut se bouger un peu les fesses, donc je vais un peu courir, mais c'est magique, en 2 secondes on prend nos vélos et on aime bien aller se balader en vélo et on va le long du Sens ou au bord de l'Erdre. Ouais. On est vraiment connecté à la nature, c'est les portes de la Bretagne. Je suis pas une grande fan de shopping. Je vais pas beaucoup faire du shopping dans Nantes, donc j'ai pas de méga adresse. Mais j'aime bien aller me balader dans Nantes avec mon triporteur. Souvent, c'est plutôt pour aller récupérer les cartons des magasins où je ne rentre pas. Ouais, non, c'est quand même une ville qui est très très agréable à vivre. Et puis c'est une ville qui bouillonne. Moi, j'adore cette ville pour ça. Elle bouillonne et elle s'est complètement transformée en l'espace de 20 ans. Moi, j'ai connu Nantes quand j'étais gamine. Pour moi, c'était la petite ville de province rangée où vivaient mes tantes bourgeoises, voilà, avec ce côté un peu fermé, bourgeoisie nantaise, etc. Je pense que maintenant, ça a énormément changé. Ouais. C'est bien mixé. C'est rempli de Parisiens, d'ailleurs. D'anciens Parisiens. Mais, présente. Mais d'anciens... C'est ça qui est chouette à Nantes.
pas forcément des Parisiens, mais des gens qui débarquent à Nantes depuis pas longtemps, qui sont souvent jeunes couples, avec enfants, qui sont soit dans une transformation de vie, changement professionnel, ou je passe de la vie en grande agglomération parisienne et je viens m'installer à Nantes, et du coup qui sont dans une ouverture d'esprit, une envie de changement, besoin de rencontrer des gens, et ça crée beaucoup de connexions et d'ouverture d'esprit, je trouve. Ouais, top. Et pour terminer, est-ce que tu as une ou des bonnes adresses fétiches que tu souhaiterais nous partager ? Alors, des bonnes adresses à Nantes. Bon, il y a une adresse, je t'ai dit, je n'arrive pas à retrouver le nom, mais c'est un truc que j'ai découvert par hasard en allant déposer un colis Mondial Relais au tout début quand j'étais à Nantes. C'est une petite droguerie qui est rue du Maréchal Joffre, derrière la cathédrale. Donc, je n'arrive pas à retrouver le nom de cette droguerie, mais je suis rentrée dans cette petite boutique un jour et je me suis dit, mais waouh, c'est la boutique qui n'existe plus normalement, et elle a été reprise par un jeune homme en fait. J'espère juste qu'elle va tenir le coup avec cette histoire de confinement. Je ne sais pas où elle en est. Mais c'est vraiment la petite droguerie où on trouve les petits goupillons pour aller nettoyer, la cire, la popote, enfin tous les petits produits et tout ce qu'il faut pour entretenir sa maison. Enfin, moi, ça me parle vachement parce qu'une place pour chaque chose. Voilà. J'utilise plein de produits pour retaper. Donc j'adore cette adresse. Et puis le magasin est forcément un petit peu old school et tout. Donc c'est marrant, j'aime bien tout ce qui est un peu vieillot. Il y a un resto que j'aime bien qui s'est ouvert il n'y a pas longtemps, et j'en parle pas juste parce que je vais souvent déjeuner là-bas, c'est pas forcément le cas, mais j'y vais de temps en temps. Mais c'est un resto qui, je les ai connus parce qu'un jour a sonné à ma porte une jeune femme et un jeune homme adorables, et ils étaient venus me chiner 3 petits cadres représentant des oiseaux un peu exotiques et tout, et ils me disaient on a un projet de resto, on va ouvrir et tout. Alors j'étais toute fière parce que je me disais génial, mes petits cadres vont atterrir dans un resto, et c'est le restaurant Canopée qui est venu apporter quelque chose de différent de par l'endroit, le local qui est waouh, avec en plus cette histoire d'ancienne usine Singer et tout. Moi j'adore les endroits qui ont des histoires. Et puis en plus, on y mange très très bien. Donc, chez Anne-Laure et Vincent, voilà, ça me fait sourire parce que j'ai vu un jour Anne-Laure et Vincent se pointer comme ça, la tête un peu crevée, fatiguée, genre ouais, on est en plein dans le projet, c'est dur et tout, on va y arriver et tout. Puis c'est devenu un endroit très chouette à Nantes, et j'admire en plus des gens comme ça qui entreprennent pour créer d'aussi beaux endroits et qui ont une telle pêche, niaque pour y arriver malgré surtout la situation actuelle. Ouais, on pensait, et puis c'est un super resto, je confirme. Ouais. Et bah écoute, merci beaucoup Caroline, en tout cas c'était très agréable de discuter avec toi dans ta jolie maison. Je l'ai pas précisé, mais en fait ta jolie maison qui est une maison showroom, tu me le disais, ouais, c'est un peu ça, qui est magnifique, qui a été retapée j'aimerais et pouvoir recevoir les gens en ce moment, mais c'est plus compliqué en ce moment. Mais bientôt, quand cette histoire de confinement et de virus couronné sera terminée, je pourrai refaire des ventes à la maison. Et ben merci beaucoup, je te souhaite une belle journée. Merci Léonore. À bientôt. Merci pour ce que tu fais, au revoir. Merci pour votre écoute. J'espère que cet épisode et que l'univers de Caroline vous a plu. Si c'est le cas, eh bien sachez que vous pouvez en parler autour de vous et nous laisser un petit commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast. Pour suivre l'actualité de Rayonnante, je vous donne rendez-vous sur le compte Instagram, le compte Facebook et Twitter du podcast. Et en attendant, je vous souhaite une très belle journée et je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode.